Salut les devs, 7e vidéo de la série, je vous montre un vrai projet. Vous voyez, j'ai changé un petit peu la disposition de la caméra pour vous montrer mon bureau de travail personnel, puis aussi pour casser un petit peu l'image que j'avais mis dans les autres vidéos. Donc là, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors c'est une grosse vidéo, elle va être particulièrement longue, parce qu'en fait, je m'attaque, donc comme je vous ai dit, aux commandes. On avait vu comment établir en premier un domaine. Là, on va voir pour créer la partie application, donc le service, le lien entre le domaine et l'infrastructure. Il y a beaucoup de choses à faire, donc malgré que la vidéo déjà elle est longue, je peux pas tout vous montrer sur la création de commandes, mais déjà une très très bonne partie. Donc là, vous verrez un petit peu le fichier de test que j'ai mis en place. Surtout la stratégie de test qui est très importante. Je crois que c'est une des choses que vous devez retenir, c'est de savoir un petit peu la stratégie de test que vous voulez mettre en place. Et moi, je vous explique celle que j'ai mis en place. Et ensuite, je vous montre tout un tas de choses et surtout en live, sans préparation, la réflexion que j'ai et le code que je vais produire devant vous, que je vais aussi réadapter au fur et à mesure devant vous dans cette session de code. Donc, je vous prends pas plus de temps que maintenant et je vous laisse découvrir cette vidéo. Juste un petit conseil, prenez bien le temps de comprendre ce que je fais. N'hésitez pas à mettre pause, à relancer des séquences, parce que comme je vous dis, même si je vais très vite, en fait c'est une vidéo qui est quand même assez longue, et vous devez absolument comprendre ce que je fais. Surtout que comme je vous dis, mes idées, ce que je réalise dans la vidéo, c'est vraiment en live. Donc il y a peut-être des choses dans lesquelles je m'embarque et que je vais revenir juste après, ou même sur le moment. Donc soyez assidus, soyez concentrés et n'hésitez pas à vous repasser les séquences. Et je vous dis à tout à l'heure. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai montré un petit peu comment mettre en place la partie de votre archi hexagonale qui est le domaine, où je vous montrais, je vous expliquais un petit peu comment procéder, parce que le point de départ des fois c'est de se lancer et de savoir par où commencer, et que c'est souvent un problème pour beaucoup de développeurs. Donc je vous ai montré de laisser libre cours à vos idées, à ce que vous pensez devoir mettre en place au niveau de votre domaine, pour avoir quand même un point de départ. Une fois que vous avez mis un peu un socle, qui va bien entendu évoluer, c'est pas définitif ce que j'ai mis en place, vous allez devoir vous attaquer à d'autres parties, parce que le but du domaine, c'est d'avoir un code métier qui fonctionne et qui résonne par rapport à ce que vous devez faire dans votre application, et par rapport à votre fonctionnalité surtout. Mais ensuite, c'est de pouvoir utiliser ce domaine. Et la seconde étape, quand vous avez commencé à mettre un domaine qui a l'air cohérent, comme c'est le cas jusqu'à présent, en fait, vous allez devoir créer la partie application. Donc la partie application dans dans l'architecture hexagonale, c'est, on va dire, le ciment, l'orchestre, si on pourrait dire, de votre code métier par rapport à votre infrastructure, donc par exemple, dans mon cas, mon API. Donc, il faut créer votre service qui va s'occuper d'orchestrer, de piloter le code de votre domaine pour réaliser votre fonctionnalité, votre feature. Donc, pour créer votre service en méthode avec l'architecture hexagonale, moi j'ai choisi en fait de travailler tout cela en méthode TDD, comme je l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos. Donc en premier lieu, on va créer un fichier de test, puisque la méthode TDD, c'est des tests, donc il nous faut un fichier de test pour démarrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce dossier-là de customer, et je vais le dupliquer dans order. Voilà. Et je vais juste renommer le fichier correspondant. Voilà, et je vais l'appeler order. Et je vais supprimer tout ça. Déjà. Voilà. Alors, suivant ce que vous utilisez,
on va dire votre framework, votre environnement, le fichier de test que je fais pourra être différent, voire très différent suivant ce que vous voulez faire. Mais moi, je vais vous expliquer en gros ce que je fais à ce niveau-là. En fait, la chose qu'il faut savoir quand vous quand vous faites de la méthode TDD, que ce soit dans l'archi hexagonal ou autre, c'est les tests. Les tests en tant que tels, c'est pas compliqué à comprendre, à utiliser en fait. Le plus compliqué, je pense, dans les tests, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de développeurs qui ont soit du mal à les faire, soit qui n'en font pas du tout, c'est en fait qu'ils n'arrivent pas à mettre en place une stratégie de test. Parce que faire des tests, c'est bien, mais faire des tests, si on a une stratégie en tête, c'est beaucoup mieux. Si vous n'avez aucune stratégie au niveau de vos tests, ça sert à rien. Enfin, c'est toujours mieux d'en faire quand même, mais en fait, vos tests vont servir à rien. Parce qu'en fait, votre stratégie de test, c'est de vous demander qu'est-ce que vous voulez tester et jusqu'où vous voulez aller tester. Vous devez pas non plus tester tout et n'importe quoi sous seul prétexte qu'il faut tester, que le code doit être testé. Il faut vraiment élaborer votre stratégie de test. Moi, ma stratégie de test, dans une archi hexagonale et plus particulièrement dans une API, c'est que j'ai envie de tester quoi? En fait, j'ai envie de tester ce que mon domaine, donc mon code métier, pour vous voir qu'il réponde vraiment à ce qu'il doit réellement faire. Donc le réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de dire, en fait, ce qui est utile, c'est de tester le code métier. Alors, on pourrait faire un fichier de test pour tester que le domaine. Ça, c'est tout à fait faisable. Et en fait, je dois vous avouer que quand j'ai commencé à mettre le nez dedans, c'est ce que j'avais commencé à faire. Alors, c'est utile si vous ne développez que votre domaine dans un but bien précis et que vous voulez le faire évoluer indépendamment de votre archi hexagonal. Mais moi, c'est pas ce que je recommande dans l'immédiat, et c'est surtout pas cette stratégie-là que je fais. Je pars du principe que, comme j'ai mis en place l'archi hexagonal, et que l'application, donc mon service, ce sera le centre ça sera le lien en fait qui va être entre mon API et mon code métier, je trouve que c'est plus utile de tester mon code métier, donc mon domaine, par l'intermédiaire de mon service. Parce que même si le service ne va pas contenir directement du code métier, c'est quand même lui qui va le piloter, c'est dans le service que vous allez dire comment doit se comporter le code métier pour arriver au résultat que vous entendez. Donc ça, c'est la première chose, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez tester et au travers de quoi. Moi, en fait, je viens de vous répondre, c'est au travers de mon service. Je veux tester mon code métier au travers de mon service. Comme ça, je sais que mon service et mon code métier est testé. La deuxième chose que vous voulez prendre en compte, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez aussi tester et surtout dans quel environnement. Parce que ce qui est génial avec l'archi hexagonale, c'est que vous allez pouvoir, comme tout est décorrélé, comme tout est détaché, vous allez pouvoir orchestrer vos tests sous différentes façons. Parce qu'à un moment donné, quand vous allez exécuter votre code métier pour faire quelque chose, vous allez vouloir stocker ce résultat pour pouvoir le réexploiter plus tard. Moi, dans mon cas, pour mon API, pour ce projet-là, on stocke tout ça dans un cas réel de production, et même en mode développement, on veut stocker tout ça dans Mongo. Mais je pourrais très bien, en fait, stocker cela dans la mémoire, même dans des fichiers, ou dans un même autre moteur de base de données, c'est pas trop le problème. Le truc, c'est que quand vous allez faire vos tests, il faut toujours vous poser la question, c'est qu'est-ce que vous voulez tester, et jusqu'où, comme je vous ai dit, au niveau de votre stratégie de test. Moi, ma stratégie de test, c'est que je veux tester le code métier, mais je veux aussi tester la façon que mon code métier, que le résultat de mon code métier est stocké. C'est-à-dire que comme je le stocke moi dans Mongo, je veux savoir si ça se stocke correctement et que quand je récupère mes données, je puisse les rebâtir dans mon domaine correctement. Donc j'ai besoin en fait de tester vraiment le stockage en mode test, comme ça pourrait être en production, c'est-à-dire dans MongoDB.
Donc moi, dans mon cas, par exemple, on le voit dans le code ici, j'utilise MongoDB, Mongo Memory Server. Donc c'est la possibilité en fait de lancer un serveur Mongo et du stockage Mongo directement en mémoire, utilisable entre guillemets one shot pour les tests. J'aurais pu me passer de Mongo et dire je stocke tout cela dans des fichiers. Mais ce qui m'embête en faisant ça, c'est que non seulement je suis obligé de créer un repository Mongo, parce que c'est ce qui sera utilisé pour la production, et je suis obligé d'utiliser un repository par exemple de mémoire pour mes tests, pour les stocker par exemple en mémoire. Et ça m'embête parce que je vais devoir tester du code, et surtout, en faisant ça, je vais tester du code qui ne sera pas utilisé en production, puisque je ne vais pas stocker mes valeurs en mémoire, mais bien dans une base Mongo. Donc moi, mon but, c'est de tester un peu ce que je pourrais avoir en production, c'est de tester la manière dont c'est stocké. Et comme je veux tester mon code de production dans mes tests, je vais utiliser un service, une librairie en plus qui est Mongo Memory Server. Donc en fait, moi, ma stratégie de test, elle est très simple, c'est que je veux tester tout simplement mon domaine au travers de mon service et en stockant tout cela en base de données, donc dans Mongo. Je pourrais compléter mes tests au niveau de l'API en faisant ce qu'on appelle des tests end-to-end, donc pas en méthode TDD. Donc c'est des tests, les tests end-to-end, par rapport à une API, c'est on simule des accès à l'API, de contacter l'API via des tests pour lui passer des données ou pour lui faire des demandes et vérifier que ce qu'elle nous renvoie ou ce qu'on lui passe reflète bien le résultat que l'on fait, que l'on souhaite avoir. Moi, je ne le teste pas, tout simplement parce que, comme vous le verrez, alors pas dans cette vidéo-là, mais très certainement dans la prochaine vidéo, comme vous le verrez, en fait, ma partie infrastructure, je fais pas grand-chose dedans, à part appeler des routes à part définir des routes d'API et de passer mes DTO que j'ai définis dans mon domaine et l'utilisation de mes services. C'est tout ce que je fais en fait. Il y a pas grand chose comme interaction, si on pourrait dire. Il n'y a pas vraiment de logique à tester dans cette partie-là. Et c'est surtout que de manière pratique, il s'est avéré qu'en fait les tests end-to-end, même si j'avais commencé à en mettre en place dans un projet, en fait ils me sont inutiles et ils me servent pas quand il y a un problème, parce que souvent le problème que j'ai jamais eu de problème lié aux entrées d'API, mais plus au code métier et à l'utilisation de ce code via les services. Et comme tout ça est testé, je peux tout de suite identifier plus rapidement le problème. Donc moi, qu'est-ce que je fais concrètement ? Donc en fait, les tests sont très simples. On décrit ce qu'on fait. Donc là, je vais vouloir tester le order service. Et on a, je définis des choses. Alors tout ça, je vous dis, de chez vous, ça peut être différent suivant le framework que vous utilisez, l'environnement que vous utilisez. Mais voilà, j'ai du code qui me permet de faire tout ça. Et en fait, qu'est-ce que ça fait ? C'est, j'instancie une DB Mongo en mémoire. Je récupère son URI, donc sa chaîne de connexion, que je passe en variable d'environnement directement avant d'exécuter mes tests. Je me connecte à cette base de données et ensuite je récupère la base de données et en fait l'instance. Cette instance, je la passe dans des mocks. Donc les mocks, en fait, c'est des données que j'importe directement dans ma nouvelle base de données au moment où je vais exécuter mon test. Donc je vais importer des utilisateurs, des clients. Je vais en avoir besoin. Concrètement, je vais en avoir besoin puisque ces données-là seront utilisées dans des commandes. Et ensuite, j'instancie mon service. Bon, là, c'est le service customer, mais là, je vais avoir besoin du service order. Donc là, je vais mettre order et je vais lui passer un repository Mongo qui va s'appeler, à mon avis, MongoDB order repository. À la fin de tous mes tests, je supprime mes connexions Mongo et je stoppe mon serveur Mongo pour éviter d'avoir
une mémoire saturée. Et on commence par le premier test pour savoir si le service est bien défini. Et bien entendu, en faisant ça, si j'exécute mes tests, en fait ça va échouer, puisque mon service n'existe pas. Donc la première chose que l'on va faire, c'est de créer le service. Alors d'un domaine à un autre, en fait, mon service, c'est exactement la même chose. Donc là, on va d'abord créer le service, puisque c'est le point d'entrée de ce qu'on veut tester. En fait. Donc là, je vais juste changer, je vais mettre orders, voilà. Voilà. Donc là, on va créer le service. Donc pour créer le service, on va aller dans order. Donc le service, c'est l'application dans notre archi hexagonal. Donc on va créer un dossier application. Et derrière, on va créer un fichier de service comme on a fait par exemple pour les clients. Et je vais l'appeler ici. Hop. Donc ce sera un fichier TypeScript et on va l'appeler orders.service.ts. Et on rajoute le fichier. Alors, on va tricher entre guillemets un peu. Donc on va fermer tout ça. Et en fait, on va ouvrir le fichier Customer Service et on va lui voler quelques petites choses. Parce qu'en fait, mes services, en fait, dans l'archi hexagonal se ressemblent tous en termes de structure. En premier lieu pour les créer. Donc on va reprendre juste cette partie-là. Voilà. Je vais la coller. Hop. On va fermer la classe. Et là, on va l'appeler donc order service. Et il va hériter de I order repository. Parce que comme je vous l'ai dit, il va avoir un lien, l'application, le service, c'est le lien entre mon domaine et mon infrastructure. Et pour que ce lien soit correct, pour que les deux se comprennent et qu'ils sachent qu'ils parlent de la même chose, on est passé par une interface qu'on a définie dans le domaine, qui est l'interface de repository. Donc je vais pas prendre les clients, mais plutôt ce qu'on a fait précédemment. Donc ici, le order repository. Et donc, on va implémenter le order repository. Là, il va me mettre une erreur automatiquement. Il va me dire que je dois implémenter toutes les méthodes. Donc, je vais lui dire d'implémenter toutes les méthodes. Pour le moment, voilà. Donc là, il les a implémentées. Je vais remonter juste le constructeur un peu plus haut. Voilà. Et on va lui dire d'importer en fait tout ce qu'il a besoin. Hop. Donc, on va lui dire les DTO. Voilà. Les types, etc., etc. Voilà, comme ça, il sera content. Donc après, l'autre chose qu'on va devoir faire, c'est d'injecter le iCustomer repository. Donc c'est pas le iCustomer, c'est le iOrder. Donc il faut le renommer. Donc là, on va l'appeler le order. Donc le orders repository. Et on va lui dire qu'il doit utiliser cette méthode, qu'il est de ce type-là, pour être plus précis. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on va faire pour le moment. Donc on va sauvegarder. Et bien entendu, je vais encore avoir une erreur dans mon fichier de spec. Voilà. Donc là, il me dit que order service n'existe pas. Donc là, on commence à mettre en place en fait notre test et nos fichiers en fait. C'est tout ce qu'on fait pour le moment. Donc on va mettre ça. Donc là, ensuite, il va nous dire qu'il y a encore une erreur. Voilà, il nous dit que MongoDB Order Repository n'est pas défini. Donc là, ce qu'on va commencer à faire, entre guillemets, mais là on n'a pas le choix, vu qu'on est en méthode TDD, c'est qu'on va commencer un petit peu à empiéter sur la partie, infrastructure. Parce que on a besoin, pourquoi on a cette erreur là? Parce qu'en fait on lui dit le order service va prendre comme chaîne de caractères le MongoDB order repository. Et en fait cette valeur là dans ma classe, ça sera celle-ci en fait qui sera utilisée. C'est via cette injection, puisque en fait on injecte notre interface et qu'on va au moment d'instancier cet objet lui passer un paramètre
de type voilà, MongoDB Order Repository qui lui-même va implémenter la même interface, mais en fait tout ça va coller. Donc on va créer tout ça. Et c'est tout ce qu'on va créer au niveau de l'application, enfin au niveau de l'infrastructure, parce qu'on en a besoin. Donc là, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler infrastructure. Donc là, on va commencer un tout petit peu à empiéter sur la partie infrastructure, mais on va pas utiliser beaucoup. Et là, dedans, je vais faire une copie ici pour aller plus vite. On va créer un nouveau dossier qui s'appelle le repository. Voilà. Ok. Et dedans, on va le renommer. On va l'appeler order. Donc ouais, vous voyez, en fait, c'est un peu la même chose, bien entendu. Hop. Donc le customer service, on peut le virer. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va lui dire que il va s'appeler, donc il l'a renommé en order. Il est gentil. Ce qu'on implémente, c'est le iOrder repository, pour qu'on soit cohérent avec notre service. Voilà. On va supprimer tout ça. Voilà. La collection qu'on utilisera, ce sera order. Voilà. Et là, on va lui dire d'implémenter toutes les méthodes qu'on va avoir besoin. Comme ça, il sera content. Alors là, j'implémente tout, mais ça peut, bien entendu, bouger, comme je vous ai dit. Hein, c'est pas fixe ce que je suis en train de faire. Le constructeur peut prendre une base de données, donc si la base de données n'est pas nulle, j'utilise plutôt cette instance-là. Donc cette partie-là, c'est plus pour mes tests, en fait. Donc voilà, et je supprime tout ça pour que ça soit logique. Donc maintenant, je vais enregistrer de nouveau mon fichier. Je vais aller dans les specs. Je vais importer mon MongoDB Order Repository. Et ce sera bon. Voilà, donc là maintenant, j'ai plus d'erreurs. Donc j'ai commencé à initialiser mon fichier de test. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis en place en fait ma stratégie, c'est que je veux tester mon service, et en même temps tester mon stockage de base de données pour pouvoir tester mon domaine. Et ensuite, derrière, là, on va pouvoir commencer à créer des tests. Donc là, on va faire un nouveau... Donc là, il nous dit que le service est défini, donc c'est bien. Et là, on va définir un nouveau test. Donc là, on va faire un... Parce que ce sera, de toute façon, je pense, un async. De toute façon, je serai tranquille. Voilà. Donc ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir créer des commandes. Donc là, on va mettre que ce sera le create order. Donc on veut pouvoir tester la création de commandes. Si vous vous rappelez, dans les fonctionnalités qu'on doit faire, c'est créer les commandes, créer une commande et pouvoir récupérer une commande ou récupérer des commandes. Donc là, on va dire de créer une commande parce que ça va être notre point de départ et surtout parce qu'on n'a pas on va pas faire la récupération de commandes si on n'en a pas pour le moment. Donc on va dire qu'on va créer une commande. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour créer une commande? En fait, on sait, comme on veut tester notre service et que ça sera notre service qui va utiliser, on se doute qu'on va d'abord chercher notre service. Donc je commence par un await, mais c'est peut-être même pas sûr que j'ai besoin d'un await. Et là, on va aller chercher ce qu'on avait créé précédemment. C'est le create. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est créer une commande. Et derrière, on doit lui passer ce qu'on appelle une order DTO. Donc là, on va mettre une variable qu'on va appeler order create. Voilà. Donc là, forcément, je vais faire ça, mon test va échouer parce qu'il va me dire, c'est bien, mais order create n'existe pas. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre order create. Voilà. Et on va dire qu'on va lui passer un objet et il sera de type order DTO. Comme on avait vu. Donc je fais ça, j'enregistre. Donc là, je reprends juste mon socle, comme on avait vu. Donc là, si je passe ça, voilà, j'ai pas d'erreur.
Donc on se dit, bah c'est cool, je crée une commande. Bien entendu, comme je vous ai expliqué la dernière fois, donc là il nous dit que le await n'est pas nécessaire. Donc on va retirer le wait. Voilà. Donc là en fait, en faisant ça, je fais juste que réutiliser mon socle. C'est-à-dire que voilà, pour créer une commande, j'ai besoin de lui passer une order DTO. Donc là, si vous vous souvenez, on a juste défini les méthodes, et moi ce que j'ai fait, c'est juste implémenter la méthode, qui retourne rien pour le moment. Donc en fait, notre méthode de création de commande ne fait strictement rien du tout. Donc là, le test est accepté parce que pour le moment, il n'y a pas d'erreur au niveau du code. Et maintenant, il va falloir commencer à peupler tout ça. Donc là, on va devoir créer une commande. Donc on va retourner dans notre order DTO, et on va regarder tout ce dont on a besoin. Donc là, on voit qu'on a besoin de tous ces paramètres-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ça, on va les copier ici, on va retirer tous les read-only qui servent à rien. Voilà. Et on va remplacer tous les points-virgules par des virgules. Celui-là, tac, 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 tac. Voilà. Donc là, on a toujours des erreurs, hein, c'est normal. Donc la question qu'il faut se poser, c'est voilà, il faut créer une commande. Donc on va créer une commande. Donc la commande, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas d'ID. On met pas d'ID. Le type d'account. Donc on va regarder, on voit que le type d'account c'est une valeur qui est comme ça. Donc là on va lui en mettre une par défaut, hein, on va lui mettre, donc c'est un type.enum, et on va lui mettre la valeur normale, comme ça il sera content. Le doc number. Donc dans notre logique, comme je vous avais expliqué, le doc number va provenir en fait de Sage en fait. Hein. La valeur temporaire enfin nous c'est plus la valeur temporaire qu'on va vouloir utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le doc number qui nous sert à rien et on va lui passer une valeur. Donc là, on va lui mettre une valeur de doc number, on va mettre TENP, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on s'en fiche. Donc là, derrière, ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc ensuite, on veut lui passer un client. Donc là, il nous faut un client. Sauf que là, moi, vous vous dites, bah, j'ai pas de client. Donc c'est pas grave, on va essayer d'aller en récupérer un puisque j'ai utilisé mon mock. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer un deuxième service qui sera utilisé. Donc on va l'appeler service customer. Ici. On va utiliser, on a quelque chose qui est créé, donc autant l'utiliser, comme on dit. Donc là, je vais régénérer une variable que je vais appeler service customer de type customer customer services. Voilà. Et donc on va lui dire tu appelles donc ton customer services et on va lui passer donc le repository MongoDB customer. Voilà. Et on importe. Parfait. Donc là on a importé notre service customer et on va pouvoir l'exploiter pour l'utiliser ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre constant all par exemple customer et on va lui dire qu'on c'est un await du service customer point et alors on va chercher le get customer. On va récupérer tous les clients. Donc voilà, donc derrière on récupère tous nos clients et ils sont de type customer à première vue. Donc voilà. Et on va lui passer tout simplement le premier. Donc lui, il a besoin d'avoir une instance de client. Donc c'est parfait, c'est ce dont on a besoin. Donc on va lui passer le premier client. Donc on va mettre par exemple la valeur 0 ici. Voilà. Et en fait, le type account user, normal, donc voilà, je laisse en normal, donc ça c'est bon. Là, les delivery instructions, donc on va mettre, je sais pas,
attention, livraison fragile, hein, on invente, on s'en fiche, hein, il faut juste mettre une chaîne de caractères. La date, donc ça sera à mon avis la date de création, donc je vais pas utiliser de champ date par exemple. Donc là, il nous demande aussi de mettre un commercial. Donc là, le commercial, il faut faire pareil, il faut aller récupérer les utilisateurs. Donc on va refaire la même chose, on va dupliquer cette ligne-là pour appeler le service des utilisateurs. Donc je vais l'appeler ici user. Donc on va appeler le user service, le MongoDB user repository, et on va générer une nouvelle variable. Hop. Donc user service. Voilà. Comme ça, on a notre service user, et là, on va faire pareil. On va mettre all user. D'ailleurs, je vais mettre un S ici. Ça sera plus propre. Et je vais appeler le service user, et je vais faire un get user. Voilà. Et derrière, je vais lui passer comme user le premier. Parce que je sais que dans mon mock, j'en ai au moins un. Donc votre référence, on va rien mettre. Donc on va mettre commande fournisseur xxx, voilà. Donc les frais de port, bah là pour le moment on va mettre 0. L'adresse de livraison, bah on va prendre celle-ci et on va chercher la delivery adresse. D'ailleurs il faut un type adresse, donc ça c'est parfait. Delivery adresse, et on va dire que on va prendre la première. Voilà. Le state, on va rien mettre. Et ensuite il faut passer des lignes. Donc là pour le moment on va rien mettre. On va se baser sur ça. Donc là il dit quoi? Attaque. Okay, il manque juste une virgule ici. Voilà, donc on va enregistrer nos changements et je vois que nos tests passent encore. Donc ça a l'air d'être correct. Parfait. Donc là on a défini une commande. Alors pour le moment on a mis des données comme ça, on va voir pour les faire évoluer, mais c'est notre début de test et ça a l'air de fonctionner. Donc après il faut commencer à développer en fait l'intérieur de nos méthodes, par exemple pour la création. Donc qu'est-ce qu'on veut faire typiquement? C'est retourner la méthode de création. Donc notre méthode de création doit retourner une order. Donc ça veut dire une instance d'une commande. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va appeler en fait notre modèle order, puisqu'on veut l'utiliser, et dedans on va chercher une méthode qui va nous permettre de créer notre commande. Donc on imagine que ça sera une create, et dedans la create on va lui passer la order qui est une order DTO. Donc on enregistre. Voilà, donc là il nous dit gentiment que le create n'existe pas dans notre commande order. Donc notre test échoue, donc voilà la méthode TDD, et il faut faire en sorte que notre test fonctionne. Donc en fait il faut créer la méthode order. Donc on va aller dans la classe order, donc notre domaine. Donc, je vais réduire ça, comme ça sera plus lisible. Hop, on va dans order. Et en fait on regarde et en effet il n'y a pas de méthode, on a juste fait des get. Donc il nous faut une méthode de création. Donc on va faire notre méthode de création de commande, donc de première création. Donc on va créer une méthode static create, puisqu'on part de rien. On va lui donner comme paramètre ce qu'on a vu précédemment, donc notre order DTO de type order DTO. Et derrière, ce qu'on veut, c'est que ça nous retourne un objet de commande, hein, tout simplement. Donc ça va nous renvoyer une order. Et donc ce qu'on va retourner directement, c'est un new order. Hop. Et on pourrait dire un new order de notre DTO.
Et en fait, il met new order DTO, mais c'est new order. Alors si on fait ça, on pourrait se dire, bah voilà, ça fait le taf, on est content. Sauf que moi, je suis pas content. Parce qu'en fait, là, si je fais ça, voilà, moi, dans mon optique de test, en fait, je vous montre en fait que voilà, j'ai dit typiquement, bah, je sais que je vais créer une commande, donc si c'est une nouvelle commande, il n'y aura pas de numéro de commande, ça sera juste un numéro temporaire. Il n'y aura pas de date, il n'y aura pas de tout ça. Sauf que ça veut dire que rien ne m'empêche de devoir en mettre. Par contre, moi, je peux choisir, et c'est là que intervient le domaine et le code métier, c'est de choisir ce que j'ai besoin d'utiliser pour créer une nouvelle commande, et pour être sûr que tout se crée correctement. Donc, cette partie-là, on va la changer. Et en fait, on va lui passer tout simplement un objet qui sera de type... donc, il a besoin en fait d'une order DTO. DTO, voilà. Et dedans, on va lui passer tous nos paramètres, tous les paramètres dont on a besoin. Donc, pour faire ça, on va reprendre notre order DTO qu'on a ici. En fait, non, on va faire plus simple. Je vais reprendre ça, parce que c'est déjà fait. Hop. Voilà. Donc, il n'y aura pas d'ID. Il y aura un ID automatiquement, comme on avait retiré tout à l'heure, sauf qu'on va pas lui mettre n'importe quoi, on va lui générer un ID classique. Donc c'est nous qui générons l'ID de la commande, puisque c'est une nouvelle commande. On veut pas qu'il puisse mettre n'importe quel ID. On veut pouvoir contrôler ça. Donc on fait ça. On fait ça, et ensuite on se dit, bah voilà, donc pour l'ID, donc je vais retrouver la ligne d'import parce que je sais que mon IDE ne le fait pas tout seul. Je vais faire, je crois que je l'avais fait pour les clients. Voilà. Ben même pas en fait. Hop. Bah non, parce qu'en fait les clients, je suis bête. En fait on les crée pas. J'avais fait pour delivery adresse. Voilà. Hop. Et on va importer ça. Voilà, donc là je lui dis que je génère un identifiant unique. Je génère moi-même la date, qui est la date au moment où on l'a créé. Donc on va mettre un new date, tout simplement. Voilà, donc ensuite il n'y a pas de champ pour le numéro de la commande. Donc ce que je vais faire, c'est que pour que ça soit plus simple et plus lisible, je vais me mettre comme ça. Donc voilà, donc il y a l'ID, il manque la date, je l'ai mis là. Le doc number, on a dit qu'on n'avait pas besoin. Le type account, oui. Le temporary, le customer, delivery instruction, donc la date, on en a parlé. Le commercial, et ah oui, il va manquer le state. Donc là, le state, on va lui donner un state par défaut, donc qui sera juste donc nous dans notre cas ça sera du push, qui sera le premier état, et ensuite on va finir de peupler nos champs. Donc là en fait ce qu'on va reprendre, par contre là ce qu'on va reprendre c'est les valeurs qu'on a récupérées via la DTO en fait. Donc ça sera la order DTO. Donc il y avait type account user, là ça sera le temporary, hop, le customer. Voilà, donc là on reprend tous nos paramètres de la DTO. Alors là je l'écris de cette façon-là pour que vous voyez bien la différence. Bien entendu, il y a possibilité en fait de faire autre chose. Je vais même vous le montrer. En fait, j'ai fait ça pour que c'est plus de lisibilité. En TypeScript, on peut, j'ai envie de dire, surcharger en fait nos objets en partant d'un objet existant et en changeant les valeurs. En fait, par exemple, je vais vous montrer. En fait, la syntaxe que je vous montre ici, voilà, si je prends par exemple ces valeurs-là que j'ai setées moi manuellement avec le state,
Voilà, je vais le mettre tout à la fin. Et en fait, ce que j'aurais pu tout simplement faire, c'est retirer tout ça, le mettre comme ça et mettre 3 petits points devant en fait. Donc en fait, cette syntaxe-là, en fait, en TypeScript, ça dit quoi? Ça veut dire, bah en fait, voilà, mon nouvel objet d'order DTO doit reprendre toutes ces valeurs-là, mais derrière, je redéfinis celle-là. Donc vous voyez, en termes de lisibilité, c'est plus, entre guillemets, ça fait moins de code, hein, ça peut être plus parlant, mais voilà, je vous fais la syntaxe plus globale qui est une des rares que j'utilise quasiment plus. Mais c'est vraiment pour vous montrer, pour vous faire comprendre ce que je fais exactement dans le code. Donc voilà, donc là ça va nous retourner un objet de type order, donc issu de notre modèle. Donc j'enregistre. Voilà, donc là ça nous met pas, à première vue, ça ne nous met pas d'erreur. Je ne vois pas d'erreur qui apparaît. Donc ça a l'air d'être OK. Donc on peut le tester tout simplement, c'est-à-dire que on sait que notre service nous renvoie une commande créée, et on peut le tester. Vous pouvez le tester en fait au fur et à mesure de ce que vous faites. Donc là je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe en faisant un console log. Voilà, et là vous voyez on a notre objet de commande, ou alors vous voyez on a bien un commercial de type user, on a bien un client avec toutes les données qu'il y a sur le client, comme vous voyez. Une date, une fameuse delivery adresse, des instructions, et ce que je viens de taper, un ID unique, le doc number, qui est, voilà, là on le voit, il est en undefined. Alors on se dit peut-être undefined, c'est peut-être pas top en fait. Hein. Undefined, c'est, à mon avis, c'est pas top. Donc là on va le changer tout de suite. Et en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le doc number. Voilà. Et on va lui passer la valeur nulle. Tout simplement. Ça sera plus propre que du undefined. Voilà. Et la valeur est à nulle. Donc c'est parfait. Et on a notre temporary doc number. Vous voyez, en avançant étape par étape, on commence à mettre du code, et vous voyez, c'est rapide, hein, c'est même du code très simple à lire et à voir, et en fait, on arrive à ce qu'on veut faire. C'est là qu'on peut commencer à se poser des questions et à améliorer les choses. Parce que là, pour aller plus vite et pour vous montrer un petit peu comment on procède en méthode TDD concrètement depuis zéro, on arrive à quelque chose de viable et de fonctionnel. Mais il faut remettre les choses dans l'ordre. Et ça peut être un peu la difficulté au niveau de la... Ça peut être un peu la difficulté quand on débute. C'est que il faut penser que notre service va être utilisé par notre infrastructure, donc dans mon cas, l'API. Le problème, c'est que au niveau d'une API, on va envoyer des données par HTTP, et bien souvent les données qui vont être reçues, ce sera sous format, ça sera en fait du texte, hein, ça sera des chaînes de caractères. Ça veut dire concrètement que ce que vous allez recevoir au niveau DTO, donc la partie order ici, la order DTO, ma DTO, elle ici, comme telle que je l'ai définie, c'est à l'intérieur de mon code. Or, ce que vous allez recevoir de l'API, c'est pas typé comme votre code en fait. C'est-à-dire que vous avez jamais, votre API va jamais vouloir recevoir du front, et ça sera impossible de recevoir directement un objet formaté tel que les clients, tel que les users, tel un typage de date, etc., etc. Tout ça, c'est impossible en fait. On peut pas le recevoir. Donc déjà, il faut changer cette DTO ici, c'est leur passer des valeurs que l'API peut potentiellement revoir. Et qu'est-ce qu'elle va recevoir réellement l'API? En fait, dans mon cas, pour une commande, elle va pas recevoir le client complet, elle va juste recevoir son identifiant, notamment son ID, donc son client ID, son customer ID. Ça sera pareil pour le commercial, et ce sera pareil pour le delivery adresse. Au final, on veut récupérer que les ID. Donc en fait, ce qu'il faut faire, ce qu'on avait fait là avec le service, parce qu'on n'a pas le choix, hein, il faut quand même qu'on récupère des données de quelque part, et je suis obligé de les récupérer comme ça par rapport à mes jeux de test, c'est qu'il faut passer l'ID. Donc en fait, ce qu'on s'attend à avoir, c'est recevoir ici l'ID, recevoir ici un ID,
et recevoir ici un ID. Le problème, c'est qu'en faisant ça, comme vous voyez dans mon éditeur, en fait, il me met tout en rouge parce qu'il me dit, en fait, ça va pas, parce que customer, c'est de type du domaine customer. Pareil pour le commercial, c'est du domaine user. Et pareil pour le delivery adresse, c'est du domaine delivery. Or, toi, tu me passes un ID qui, lui, est une chaîne de caractères. Donc là, il me dit tout simplement que ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre cela? En fait, on comprend bien ici, en avançant dans notre test, qu'on a un petit problème. Et en fait, notre DTO, notre order DTO n'est pas bonne pour la création. Donc, ce qu'on va faire pour résoudre le problème, c'est créer une nouvelle DTO qu'on va appeler create order DTO, tout simplement. Donc, pour ce faire, on va aller dans notre DTO, au niveau de notre domaine, on va cloner le order DTO, et on va l'appeler create order DTO. Donc voilà. Donc on a créé le fichier, on va renommer notre DTO, on va l'appeler create order DTO. Voilà. Et là, on va vraiment faire nos spécificités comme on a fait en fait dans notre fichier de test. Donc à première vue, pour créer une commande, en premier lieu, on n'a pas besoin d'ID. Le doc number, on n'en a pas besoin. Par contre, on veut un numéro temporaire pour la création, ça c'est obligatoire, donc on le rend obligatoire. Pour le client, en fait, ça sera pas un client, ça sera son ID. Donc on va l'appeler le customer ID, pour que ça soit bien nommé, et ça sera un type de mon ID, donc ça sera un type de chaîne de caractères. La date, on a dit qu'on n'en a pas besoin parce que c'est nous qui allons la fixer au niveau de l'API. Le commercial, pareil, ça sera un ID, donc de type chaîne de caractères. L'adresse, ça sera pareil, ça sera un ID. Et là, on va dire que c'est une chaîne de caractères. L'état, on ne le gère pas, et on peut éventuellement gérer des lignes. Là, pour le coup, on va dire qu'il n'y a pas de ligne. Je préfère le faire, on va préférer faire la commande en 2 étapes. Ça sera plus simple et ça sera plus facile pour vous à comprendre. Donc on va retirer les lignes. Donc là, on importe notre DTO, qu'on a ici, et on retire les lignes. Voilà. Donc là, on récupère l'ID, le type account, etc., etc. Donc voilà. Donc là, il nous met une erreur parce que il faut renommer les champs. Donc on va mettre ID ici et un ID ici. Voilà. Donc là, on a résolu un problème. Donc là, on a notre create order DTO et ça a l'air d'être plus cohérent avec ce qu'on pourrait recevoir de l'API, tout simplement. Maintenant, j'ai un autre souci maintenant, parce que forcément, je lui passe comme paramètre un create order DTO, et ce que j'ai typé dans mon service, c'est order DTO. Donc là, on va changer notre fusil d'épaule, et on va dire, non, en fait, maintenant, c'est du create order DTO. Bien entendu, en faisant ça, on va avoir une petite erreur. C'est-à-dire que forcément, le create va plus fonctionner, tout simplement, puisque en fait, comme on vient de notre repository n'est plus correct. Donc notre repository, on va le changer aussi ici. Voilà, donc on va importer. Et on va le changer aussi dans le Mongo order repository. Donc on va le changer aussi ici, on va lui mettre le create. Oups. Voilà. Donc déjà ça, c'est beaucoup mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? En fait, forcément, plus on va aller dans nos fichiers qui utilisent d'autres fichiers, plus il va falloir changer en cascade. Donc là, il nous dit, voilà, on a fait l'erreur, il nous dit, voilà, la propriété create dans notre service est non assignable, donc il nous dit, voilà, create order, le type order, etc., etc. Donc ça, en fait, c'est parce que c'est la chose d'avant, en fait, il faut juste que je relance, et normalement, ça devrait passer. Il va juste nous mettre, je pense, une erreur au niveau de order, voilà. Sauf que là, on lui passe directement la DTO. Et là, on a un problème parce que, en fait, notre création de commande, elle prend le order DTO. Donc le truc qu'on se dit, c'est on va passer le create order DTO. Oui, mais non, parce qu'en fait, notre commande, telle qu'on l'a définie plus haut, qu'on a décidé,
elle doit bien recevoir un client, un commercial et une adresse de livraison, mais provenant des autres domaines, puisque là on est dans le domaine, pour pouvoir manipuler et avoir accès à toutes les données. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, c'est simple, c'est là que notre service va être intéressant et va rentrer en jeu. C'est-à-dire que lui prend des données minimales, parce qu'ils sont issus de l'API, et on n'a pas le choix, et on va devoir reconstituer les données pour créer notre commande. Alors comment on va faire? En fait, tout simplement, on va avoir besoin de recréer des objets, un objet user pour le commercial, un objet customer pour la partie customer de notre DTO, et aussi pareil pour l'adresse de livraison. Et on a de la chance, c'est que pour déjà pour tous ces paramètres-là, en fait, on sait déjà le faire, en fait, via nos autres domaines. Et en fait, on a juste besoin, c'est d'exploiter nos autres domaines. Donc, ce qu'on va faire, c'est ici, on va lui passer directement les services qu'on a besoin. Donc là, en l'occurrence, on en aura besoin de 2. Donc ça sera le Customer Service, où là, on va appeler le Customer Services. Voilà. Et ensuite, on va demander notre User Services ici. Alors en faisant ça, on va avoir une erreur automatiquement dans notre fichier de spec. Alors il l'a pas détecté, mais je sais tout de suite qu'il va avoir une erreur automatiquement. Je vais retirer ça. Parce que voilà, on a défini des paramètres privés, et donc il lui manque des paramètres privés. Heureusement, on les a définis ici, donc on va juste les appeler. Donc là, le premier paramètre c'est customer et ensuite user, donc on va mettre service customer et le service user pour résoudre le problème. Et là, on n'aura plus le souci et tout va fonctionner. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, on va devoir redéfinir notre objet, tout simplement. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est redéfinir nos objets par rapport à ce qu'on a besoin. Donc, on va définir notre client. Donc là, on va faire un no-wait, parce qu'on n'aura pas le choix, de notre service service customer, puisque maintenant il est interne, et on va devoir récupérer notre client par l'ID. On va aller rechercher dans notre order, donc là je vais le renommer, ça sera order DTO. Customer ID. Là, on va devoir remodifier encore notre méthode, et donc dans le repository et le iRepository, parce qu'en fait, là, on utilise, comme vous voyez, un noWait. Donc là, on n'a pas le choix. Je vais devoir l'appeler en async, donc ici. Donc là, ça va me retourner automatiquement une promise. J'aurai pas le choix. Je pourrais pas y couper, comme on dit. Donc là, ensuite, on va remodifier ça dans le order repository. Pareil ici, on va remettre un async. Voilà. Repository. Et on va le faire aussi dans l'interface. Donc ici. On va mettre la promise. Comme ça, il sera content. Donc là, on redéfinit notre client. Là, on va définir notre commercial. Donc là, pareil, on va faire un await this.userServices.get user by ID. On va rechercher dans le order DTO le commercial ID. Donc voilà. Et là, en fait, maintenant, on doit se dire, ce qui serait bien, c'est que on puisse tout simplement aller rechercher l'adresse de livraison. Par contre, comme on l'avait vu dans les précédentes vidéos, l'adresse de livraison fait partie du client. Donc il faut aller rechercher dans le client. Heureusement, on a de la chance,
On a récupéré notre client. Donc, comment on pourrait récupérer ça et contrôler, contrôler tout ça? En fait, c'est simple. On pourrait faire tout simplement un for each et dire dès que je trouve la valeur, je l'extrais pour pouvoir l'utiliser. Heureusement, en JavaScript, il y a des méthodes qui permettent de le faire, hein, de pouvoir récupérer, rechercher une valeur dans un tableau et l'extraire pour qu'il y ait moins de code. Donc on va le faire tout de suite. Donc là, on va recréer une constante de delivery address. Et là, on va chercher donc notre client. Dans notre client, on va aller chercher dans notre tableau de delivery address et on va filtrer ce tableau. Donc on va utiliser filter. Dans ce filtre, j'aurai en fait, je vais dire pour chaque ligne de tableau que je veux filtrer, enfin surtout vérifier. Donc mon filtre va s'appliquer sur toutes les lignes du tableau. Donc pour chaque ligne du tableau que je parcours, c'est ce que je suis en train d'écrire là au niveau du code. Donc le filter doit toujours retourner quelque chose. Donc en syntaxe contractée, je peux directement mettre une ligne et c'est ce que je vais faire ici. Je vais dire je veux que deliveryAddress.id soit strictement égal à order.deliveryAddress.id. J'ai pas terminé parce que là, ça va juste me filtrer la ligne. Maintenant, il faut que je récupère la ligne directement pour la stocker dans ma constante. Et là, je vais tout simplement faire un pop qui va me renvoyer soit une delivery address ou un undefined, tout simplement. Donc, on va faire ça. Et ensuite, on va dire si notre adresse de livraison, si on n'a pas trouvé notre adresse de livraison, ça veut dire que possiblement on n'en a pas mentionné, ou tout simplement l'adresse de livraison n'existe pas pour ce client. Et ça veut dire que potentiellement on a peut-être mis une adresse de livraison soit en effet qui n'existe pas, soit une adresse de livraison d'un autre client, chose qu'on ne veut pas si on veut suivre notre logique, bien entendu. Donc ce qu'on va faire, c'est renvoyer une erreur, donc faire un c'est trop error, non, c'est trop domaine error, et dedans on va mettre, un message, donc on va dire the delivery address, the ID, of delivery address, doesn't, donc n'existe pas dans ce client. Voilà, tout simplement. C'est tout ce qu'on va faire. On va plutôt faire comme ça sera mieux. On va mettre plutôt the delivery address with ID, et là on va mettre la valeur qui a été mentionnée. Donc c'est ça. Voilà. Donc je vais même faire mieux, je vais mettre comme ça. Hop. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Hop. Voilà. Alors, voilà, on a fait une contrainte comme ça. Bon, après, c'est pas trop joli dans le create, je trouve. Je trouve que c'est pas top. Donc, on va refacto tout ça en faisant, en fait, une méthode privée. Donc, on va mettre is delivery address ID exist in customer. Voilà, comme ça on sait exactement de quoi ça parle. On va coller ce code là, et la valeur qu'on va avoir, c'est un delivery address de type delivery address, et ce qu'on va lui donner, c'est le delivery address ID de type chaîne de caractères. Ce qui fait que maintenant on peut remplacer ça par ça,
au niveau du code. Ça, on peut le prendre et le mettre. Là, on va l'appeler le find delivery address. On va dire si ça n'existe pas, voilà. Donc, hop. Et derrière, on va faire un return de ma delivery address. Ce qui fait que cette méthode-là, anti-page de sortie, elle doit renvoyer une delivery address. Ouais, c'est ça. Je suis en train de réfléchir, mais c'est bien ça. Donc là, on peut remplacer tout ça et faire un this. Donc delivery address. Donc là, on va lui donner le customer.delivery address et notre order dto.delivery address id. Voilà. Donc là, avec ça, on est censé récupérer. Il n'y a pas besoin de savoir s'il y a un contrôle ou quoi. Si jamais on passe dans ce cas-là, bah, le reste du programme va s'arrêter. Donc il fera pas le reste. Donc comme ça, au niveau du code, ici, c'est beaucoup plus lisible. Et donc, une fois qu'on a ces trois paramètres-là, ben en fait, on va recréer notre objet de order DTO. Donc, on va appeler la order DTO. Et là, on va reprendre les paramètres qu'on avait précédemment. Donc, ici, donc on va reprendre tout ça. Voilà. Et maintenant, on va dans notre service. Et on appelle donc pareil, hein, order.dto type, voilà, account customer. Puis order dto.temporary. Donc là, c'est pas customer ID, mais c'est bien le customer. Voilà. Delivery instruction. Voilà, donc là, on va remettre notre petit commercial. On va retirer l'ID. La référence. Le shipping. Vous voyez un petit peu le principe, c'est on avance de plus en plus dans notre réflexion et en fait on l'affine, on l'améliore tout simplement, comme vous pouvez le voir. Voilà, et là on a quelque chose de correct. Donc là je retourne aux suites dans Order parce que forcément en fait, comme je suis maintenant de sync, je suis obligé de faire un await, sinon il me fait un promise pending comme on a vu furtivement. Voilà, et là j'ai de nouveau ce qu'il faut. Donc j'arrive de nouveau au même résultat qu'avant, hein, au final, sauf que là, en fait, ça, c'est déjà un peu plus conforme à ce que je pourrais recevoir d'une API. Alors après, qu'est-ce que l'on pourrait faire aussi en amélioration, parce que là pour le moment on fait juste de la création et il n'y a pas énormément, on va dire, de logique à proprement parler. Donc ce qu'on pourrait faire, et je ne pense pas que je vais le faire dans cette vidéo, je le ferai dans la prochaine pour vous montrer un petit peu ce qu'on pourrait faire et surtout pour la suite des choses. Mais en fait, il y a des choses qu'on pourrait tout simplement contrôler en fait. On a déjà commencé à faire des contrôles par rapport à l'ID du client et au commercial et au niveau du commercial. Mais en fait, on le voit pas, hein, dans le service pour le moment ce que j'ai fait. Il n'y a pas vraiment de contrôle ici. Par contre, si je vais dans les services que j'avais créés au départ, bah, je sais que j'ai déjà un contrôle que j'ai fait de dire voilà, est-ce qu'il existe ou il n'existe pas. Donc j'ai cette sécurité là que j'hérite en fait de mes autres domaines. Et ça c'est plutôt cool parce que ça veut dire que si jamais mon utilisateur m'envoie un mauvais ID de client, un mauvais ID de commercial, bah moi en fait derrière je sais que comme je l'ai bien géré comme il faut dans mes autres domaines, bah en fait ça va faire le job et ça va bloquer à ce moment-là. J'ai juste rajouté la contrainte du delivery ici du delivery adresse.
est-ce qu'on peut rajouter une autre contrainte dans la création de commandes, donc sans les lignes? À première vue, oui, on pourrait recréer une nouvelle chose, c'est-à-dire le check du numéro temporaire. Parce que on veut pas créer deux fois le même document qui a le même numéro d'affecté. Et entre autres, là, le numéro temporaire. Donc il faut qu'on puisse contrôler ça. Donc on va contrôler ça aussi. On va aller contrôler le doc number. Donc comment on va pouvoir faire ça? Donc c'est un truc qu'on n'avait pas pris en compte au tout début de notre réflexion de notre domaine parce qu'on n'était pas plongé dans cette partie-là. Donc ce qu'il faut faire, c'est il faut pouvoir le contrôler. Et on va le contrôler directement dans le service. Donc, je vois en plus que j'ai fait une erreur au niveau du fichier. Je vais tout de suite le faire. Rectifier ça. Hop, voilà, ça sera mieux. Hop. Donc il me dit que ça n'existe pas, c'est normal. Voilà. Donc là, ce qu'on veut faire maintenant, c'est tout simplement vérifier ce numéro. Et on va le vérifier en premier lieu qui n'existe pas. Donc, ce qu'on va avoir besoin, c'est de créer une méthode qui va s'occuper de vérifier tout ça. Et la question qu'il faut se poser, c'est où est-ce qu'on va vérifier que ce numéro n'existe pas déjà? Donc, est-ce qu'il est bien unique? En fait, il faut vérifier s'il n'y a pas déjà une commande qui porte ce numéro. Donc, il va falloir faire une interaction avec la base de données. Alors, comment on va faire? Comment on va faire, entre autres? On va tout simplement créer... on va même pas créer ça. On va tout simplement appeler une méthode. Donc je sais que ça sera un await parce que c'est dans la base de données. Et on va faire un vis.check. Donc c'est check temporary is temporary doc number exist. Voilà, donc on va utiliser cette méthode-là, et qu'est-ce qu'on va lui passer comme paramètre? Tout simplement en fait le numéro. Donc on va créer tout de suite la méthode, donc ça prend une chaîne de caractères, et derrière, ça va, comme c'est un check, ça sera un booléen en fait. Donc on va renvoyer en promise un booléen. Donc voilà. Donc là, je vais juste faire un return true pour pas qu'il mette une erreur. Alors, comme je vous ai dit, c'est un check que je vais devoir faire en base de données. Donc le réflexe que vous devez avoir, c'est si vous créez une méthode dans votre service, toujours vous poser la question, est-ce que je vais devoir rechercher quelque chose quelque part? Si c'est oui, eh bien vous allez devoir créer une interaction avec votre base de données. Et pour le faire, en fait, vous allez faire un vis, point, et vous allez rechercher dans le repository. Donc là, dans le order repository, et en fait, vous allez faire ce même check. Parce que vous avez besoin d'appeler la base de données. Si vous faites ça, comme on le fait ici, il faut automatiquement le gérer dans l'interface du repository. Donc on va aller dans le order repository et on va créer la méthode, donc qui reçoit un temporary doc number de type chaîne de caractères qu'on avait vu, et derrière elle doit nous renvoyer une promise d'un booléen. Boolean. Voilà. Donc automatiquement on a ça. Alors je sais même pas pourquoi il me... Ok. C'est l'éditeur des fois. Donc voilà. Donc il nous dit qu'il est créé. Donc maintenant on veut passer ça ici et on veut le créer en fait dans le directement en fait dans notre Mongo order repository. Donc là on va implémenter la nouvelle méthode. Voilà. Donc là ce sera un async. Et on va faire une interaction
avec la base, notre base de données. Donc, on va recopier juste une partie de code pour gagner un peu de temps ici. Voilà. Et on va le copier juste ici pour le moment. Ça sera pas un aggregate, ça sera un find. Donc là, je récupère ce code-là parce qu'en fait, mes Mongo repositories sont constitués de la même chose, c'est-à-dire que voilà, il récupère l'instance de la base de données et je me connecte à la collection que j'ai définie en tout début en paramètre de ma classe. Donc là, on va faire un find, et en fait, dans le find, je vais vouloir récupérer le temporary number. Et en fait, dans ma base de données, je sais que ce champ s'appelle tempid, et je lui passe cette valeur-là. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est tester cette valeur si, en fait, on récupère quelque chose ou non. Et en fait, le plus simple, c'est de mettre ça dans une variable. Donc là, par exemple, je vais l'appeler je vais mettre find order, par exemple, c'est pour trouver une commande. Et là, en fait, je vais faire juste un check bateau. Je vais dire si ça si ça a une longueur plus grande que 0, bah, ça veut dire que j'ai trouvé quelque chose, et donc est-ce qu'il existe? Bah oui. Sinon, bah, je renvoie false. Tout simplement. Je vais dire de simplifier. Oui, moi je peux, en fait, je peux tout simplement sortir comme ça. En fait, je suis pas obligé de mettre les valeurs que je veux parce que en faisant juste ce test-là, il va juste me dire vrai ou faux en fait. Donc là, je retourne mon test. Donc, si je récupère une ligne, bah en fait, ça va me retourner vrai. Sinon, ça va me retourner faux. Donc, si je check si le numéro il existe, bah si ça me renvoie vrai, c'est que le numéro il existe, bien entendu. Donc, on retourne maintenant dans notre service qu'on faisait ici. Et en fait, on a un return de cela. Et en fait, le truc, c'est de pouvoir tester, cette partie-là, en fait. Donc, nous, ce qu'on a besoin, c'est de dire, bah voilà, si... Donc, on va faire ça, on va dire, en faisant un await, bien entendu. Donc, si c'est vrai, nous derrière on va dire si c'est vrai, bah en fait je vais vouloir retourner une erreur parce que je veux pas autoriser justement que on puisse créer un doublon. Et en fait je vais retourner une erreur, donc un peu du même style de celle-là en fait, hein, pour finir. Je vais dire the tempo temporary doc number isn't. Donc je dis qu'en fait le numéro il est pas unique puisque en fait je l'ai récupéré. Sinon, bah en fait s'il s'avère que cette valeur là n'est pas enfin donc je sais que si c'est vrai ici, c'est que le numéro existe et donc il va me renvoyer une erreur et mon programme va s'arrêter. Donc ça veut dire que si derrière il passe il me renvoie false, il me retourne le test, en fait je fais tout simplement un return false dans tous les cas. Donc voilà. Alors ensuite, on peut retourner ici et se dire, bon, on fait un await, il me retourne une valeur, est-ce que j'ai besoin de récupérer la valeur? En théorie, non, parce que juste le check tel que je l'ai fait, ça peut suffire. Maintenant, pour la chose cohérente par rapport à ce que je renvoie de la fonction, on peut tout simplement faire quelque chose comme ça, en fait. Hop. Je récupère le tout. Et je mets juste ça, en fait. Hop. Je mets ça comme ça. Même si je sais que derrière, je sais que ça n'ira pas plus loin, juste pour être cohérent par rapport à la méthode, parce que je sais qu'elle renvoie quelque chose, je mets la chose comme ça.
Et je continue de le faire, et vous voyez, mon test continue de fonctionner, tout simplement. Alors pour le moment, on ne peut pas tester cette valeur-là, ce qu'il faudra préparer dans un second lieu. Donc voilà. Pour le moment, on va pas faire les lignes. Je pense qu'on le fera dans la prochaine vidéo. Donc là, on a quelque chose de, comme vous voyez, de pas trop mal. Donc là, pour le moment, c'est plutôt cool. On verra les lignes plus tard. Donc là, on a commencé à faire une grosse partie. Donc là, en fait, on a créé notre commande et on voit que notre commande a été créée. Par contre, on n'a pas été jusqu'au bout, c'est-à-dire que ce qui serait bien, c'est de pouvoir stocker cette commande et de pouvoir après, plus tard, la récupérer, en fait. Donc, ce qu'on va faire, avant de terminer, c'est on va s'occuper de la sauvegarde de la commande. Donc si on retourne dans notre service, parce que là on l'a créé et on voudrait juste la sauvegarder quelque part. Donc là on va aller dans Order, dans notre service, et en fait on va appeler juste une méthode qui manque, parce que là en fait on retourne une commande créée. Donc on va juste prendre cette valeur là, on va dire que c'est une instance de commande, donc instance order, on va la stocker là-dedans dans une variable, et on va faire un return de cette variable. Là, en fait, ce qui resterait pour la création, c'est gérer les lignes, notamment. Ça peut être bien. Et en même temps, gérer surtout la sauvegarde. La sauvegarde des données. Parce qu'en fait, là, il faut qu'on puisse sauvegarder les données en base de données et éventuellement les contrôler. Et aussi parce qu'il faut sauvegarder les données en base de données pour contrôler ce check-là qu'on a fait. Parce que pour le moment, il n'est pas testé. Mais on va s'arrêter là pour cette vidéo. Parce que je pense que ça fait... J'ai pas mal débordé, je pense qu'on est à déjà plus d'une heure de vidéo, et je pense que ça fait déjà beaucoup à assimiler et à comprendre. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé notre service, on a créé notre fichier de test, et on a commencé à implémenter tout ce dont on avait besoin pour créer une commande. Donc on a utilisé ce qu'on avait commencé à mettre au niveau de notre domaine. On voit qu'il a un tout petit peu évolué parce qu'on a rajouté une nouvelle DTO. Et surtout, on a commencé à faire des vérifications et des checks. Et à commencer à vous montrer l'utilité d'avoir une archi hexagonale et le fait de pouvoir utiliser un domaine dans un autre. Enfin, d'exploiter les services d'un autre domaine dans un autre service d'un domaine complètement différent. Donc, dans la prochaine vidéo, on s'attaquera à la sauvegarde de notre commande, et puis tout ce qui rapporte à nos lignes, de pouvoir ajouter nos lignes de commande, bien entendu, et de pouvoir contrôler ces données qu'on a insérées en base de données en récupérant les commandes et en checkant que ce qu'on a construit et a bien été stocké et a bien été reconstruit en sortie quand on le demande. Donc voilà, comme je vous ai montré, tout simplement, on n'a pas eu le temps de tout voir. Il manque la sauvegarde de commande, l'ajout de ligne et surtout la récupération d'une commande. Donc on va voir tout ça dans la prochaine vidéo. J'ai préféré découper, sinon vous auriez une vidéo de 2 ou 3 heures, si c'est pas plus. Donc ce que vous devez surtout retenir de cette vidéo, et j'ai insisté dès le début, c'est de bien réfléchir à votre stratégie de test. Qu'est-ce que vous voulez tester ? Qu'est-ce que vous ne voulez pas tester, et quel résultat auquel vous voulez arriver au niveau de vos tests. Donc moi, comme je vous ai expliqué, mes tests sont relativement simples. Alors ensuite, il suffit de les mettre en place, c'est-à-dire que je veux tester le code métier de mon domaine au travers de mon service. Parce que je pars du principe, même si on l'a pas vu dans la vidéo et on le verra dans les prochaines, que mon infrastructure, donc mon API, il n'y a pas réellement de logique qu'il peut avoir dans d'autres composants de mon application, tels que le service ou le domaine. C'est juste des utilisations de services classiques et bêtes qui doivent renvoyer un résultat. Un dernier détail que vous devez absolument aussi comprendre, même si je ne l'ai pas dit, après ce n'est pas un cours sur des tests, c'est que dans vos tests, même si on l'a pas encore vu pour le moment, gardez toujours en tête que vous ne devez pas avoir de conditions. Vous devez juste tester vos méthodes, vos services qui, eux, vont faire des conditions.
mais vous devez pas faire de conditions dedans, comme des boucles, des if, enfin tout ce que vous voulez. Vous ne devez pas faire ça, vous devez juste utiliser les ressources entre elles pour arriver à un résultat. Et ça, c'est vraiment très important. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!